Passons donc au débat maintenant. Et le débat, je le rappelle encore une fois, c'est les Québécois et Canadiens et la nationalité française. Alors nous devions avoir aussi Gilles Réaume, mais je ne l'entends pas. Nous avons en tout cas au Québec Monsieur Maître Christian Néron, avocat, que j'ai présenté tout à l'heure, dont je ne le présente pas à nouveau. Sachez, cher monsieur, qui venait d'arriver, que vous avez été présenté tout à l'heure. Bien. Alors, petite introduction brève. Vous vous souvenez, chers auditeurs, de la perte du Canada. La perte du Canada par une guerre, c'était la guerre de 7 ans, au XVIIIe siècle, qui s'est terminée en ce qui concerne la région là-bas par, pas terminée tout à fait, mais enfin peu importe le détail. En gros, la défaite significative a été celle des plaines d'Abraham le 13 septembre 1759. Ça s'est terminé tout ça par un traité de Paris qui nous a privés naturellement complètement du Canada. Bien. Voilà. Et comme certains petits marquis et même certains grands intellectuels disaient à l'époque, en France, après tout, quelques arpentes-neige au Canada, c'était notre ami Voltaire, vénéré par trop de gens, qui disait cela. Bien, alors, c'était quand même pas négligeable, les quelques arpentes-neige entre la Nouvelle-Angleterre et les Rocheuses, entre les Grands Lacs et le Grand Nord, et quelques 60 000 Français qui y vivaient, ainsi que les premiers occupants indiens et les métis. Je pense aussi à Marie-Mance Vallée, que je salue si elle écoute, semble bien avoir été cédé en même temps que le territoire. C'est ça notre problème. Attendez, alors ont-ils été vraiment abandonnés au roi d'Angleterre? Vous aviez une question complémentaire à poser, une question, hein? Non, simplement dire que Voltaire avait des intérêts, disons, esclavagistes à Saint-Domingue, et que donc il préférait de beaucoup les isles au Canada. Les îles à sucre, oui, voilà, les îles à sucre et les esclaves. Bien. Donc, je m'adresse là à Maître Christian Néron. Maître, vous vous occupez de cette question depuis longtemps, croyez-vous? Enfin, vous dites qu'ils n'ont pas été vraiment, qu'on ne pouvait pas vraiment les abandonner au roi d'Angleterre. Allez? Exact, oui. Alors, quels sont vos arguments? Maître, vous avez mis un collectif pour ça. Il y a tout un collectif au Québec qui dit que les descendants des anciens Canadiens, comme on les a appelés dans un roman célèbre, peuvent légitimement et même légalement revendiquer leur qualité de Français, voire leur nationalité française. Alors, quels sont vos arguments? Bon, c'est qu'en 1763, en France, il y avait deux types de lois. Il y avait les lois fondamentales du royaume et il y avait les lois du roi. Les lois fondamentales du royaume étaient des lois très anciennes, des lois immémoriales, que le roi ne pouvait pas changer. Donc, la seule façon de pouvoir changer ces lois-là était de convoquer les États généraux. Alors, et parmi les lois fondamentales, il y avait celle qui disait que le roi ne pouvait pas céder ses sujets sans leur consentement. Il y avait également le principe de le fait que le roi ne pouvait pas céder un territoire sans le consentement des États généraux. Alors, le roi, bien sûr, avait compétence entière pour conclure des traités, mais il ne pouvait pas le faire en contravention des lois fondamentales du royaume. Présentation de Maître Christian Néron. Vous avez quelque chose en évoquant des exemples d'ailleurs? Oui, enfin, c'est même un exemple tout à fait familial, puisqu'il s'agit de l'Alsace-Lorraine. À contrario de ce que vous êtes de lointaine origine alsacienne. Voilà, pas si lointaine que ça. Pas si lointaine que ça. Alors bon, donc les textes, en l'occurrence, sont le traité de Francfort de 1871, qui, contrairement au traité de
Paris de 1763, si je ne m'abuse, vous me corrigerez si j'ai tort dans ce cas, mais alors que le traité de 1763 parle de la cession du territoire, mais pas du statut des personnes, le traité de Francfort, lui, prévoyait le cas. C'est-à-dire qu'il laissait le choix aux habitants de rester français s'ils le voulaient, et alors pour ce faire, il fallait qu'ils se manifestent en mairie, et c'était un véritable référendum, et ils l'ont fait massivement, mais ce choix ne devenait effectif que si il était suivi dans un délai d'1 an par un déménagement dans les territoires restés français. Et heureusement, la majorité est restée sur place, bien entendu. Dans ma famille, il y avait 4 frères, 2 qui sont restés en Alsace, dont l'ancêtre de Fabienne Keller, qui fut maire de Strasbourg jusque récemment, et puis 2 autres frères, dont mon arrière-grand-père, qui ont passé le Vosges pour rester français et ne pas devenir prussien. Donc, ça voulait bien dire qu'il y avait un problème, et que ce problème a été réglé d'une façon évidemment non satisfaisante, parce que Hermann Chatrian dit bien qu'on nous a rendu comme du bétail. C'est pas tout à fait vrai, parce que le traité en parlait, mais c'était par la force. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1763 et 1871? Il y a eu la Révolution française et l'habitude donnée aux gens de voter. Donc, peut-être il y a là quelque chose qui pourrait paraître normal. Mais la question que je pose, et c'est peut-être une direction de recherche, c'est est-ce que ce silence des textes face auquel nous nous trouvons, sauf erreur de ma part, en ce qui concerne le Canada, était quelque chose de normal, et est-ce que dans les autres traités concernant des cessions de territoire à l'époque, on trouvait des dispositions expresses sur le sujet? Je pense par exemple à l'exemple de la Silésie, qui fut autrichienne avant de devenir prussienne. Alors je n'ai pas fait de recherche, mais ça serait, je pense, intéressant de savoir ce qu'il est dit du statut des personnes et de leur nationalité, simplement pour resituer et pour essayer de trouver d'autres arguments parce que ce que dit Maître Néron est absolument indiscutable. Maintenant, il faut préciser aussi que ce droit à rester français n'est pas ni négociable, ni ne doit tomber caduc de lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui est l'objet d'une prescription. C'est quand même absolument important. C'est important de savoir. Bon, mais maître, justement, que répondez-vous à monsieur Denis Griesmar, qui est traducteur de son métier, mais un pilier de nos institutions, enfin de nos associations, en tout cas, de lutte pour le français et la francophonie? Vous n'avez pas entendu ça dans la présentation parce qu'on ne vous avait pas encore joint au téléphone. Mais par rapport à ce traité de Francfort, par rapport aux problèmes silésiens, avez-vous, maître, trouvé des exemples étrangers pour étayer, en fait, ce que vous présentez face à la France? Bon, en fait, moi, j'ai trouvé beaucoup d'exemples, finalement, qui remontent au Moyen-Âge, sur le territoire français. Et d'ailleurs, c'est pas un droit qui était propre à la France, c'était un droit qui prend ses racines dans le droit féodal. Donc, les mêmes principes, à mon avis, devaient s'appliquer à peu près dans tous les royaumes d'Europe. Et moi, le premier cas que j'ai recensé, c'est en 1251, où, à un moment donné, c'était la question de la cession de la ville de Marseille au comte de Toulouse. Et les gens s'étaient manifestés, ils avaient dit que leur coutume ancienne était à l'effet qu'on ne pouvait pas les céder sans leur consentement. Et finalement, les gens ont été consultés et ils ont accepté cette cession-là. Après ça, il y a eu 2 cas que j'ai recensés sous Philippe le Bel, un cas en 1285 et un cas un petit peu plus tard concernant la Bretagne. Et dans les 2 cas, le principe a été évoqué et on a respecté le droit des gens d'être consultés et de donner leur consentement avant la cession. Donc, 1285, c'est dans le cas du territoire de Pamiers, qui a été cédé au comte de Foix. Et concernant la Bretagne, ici, en fait, Philippe le Bel a pris un raccourci. Alors, il a cédé à la Bretagne à l'Angleterre sans les consulter, mais il y a eu un soulèvement complet. Alors, après ça, ça tombe
on vient à la guerre de 100 ans, à l'occasion du traité de Bretigny. Alors là encore, il y a eu une cession sans consentement des populations et ça s'est réglé par une insurrection. Alors, d'autres cas également, au 14e siècle, 15e siècle, et après ça, le cas qui a été le mieux documenté, c'est autour du traité de Madrid de 1525, au moment où François Ier avait été fait prisonnier par Charles Quint. Après Pavie, là, il y a eu après la défaite de Pavie, c'est ça. Oui, c'était le traité de Madrid. Oui. Et là encore, François Ier, qui désespérait de reprendre sa liberté, a voulu renoncer à sa couronne en faveur de son fils, et on lui a répondu qu'il ne pouvait pas céder sa couronne à son fils en vertu des lois fondamentales du royaume. Donc, il y a eu encore plusieurs événements au cours de ce traité-là, et toujours on invoquait les lois fondamentales du royaume. Et le cas qui a été le mieux documenté, c'est celui à l'époque du traité d'Utrecht, à la fin de la guerre de succession d'Espagne. Alors à ce moment-là, l'enjeu était de 1713, oui. C'est ça. Alors, mais en 1712, 1712, il y a eu 3 dauphins qui sont morts en l'espace de 12 mois. Et à ce moment-là, ça rendait davantage possible la réunion des 2 couronnes d'Espagne et de France. Et l'Angleterre s'est opposée farouchement à ce projet-là. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que finalement, Louis XIV n'a pas pu continuer la guerre. Et finalement, il a fini par céder aux Anglais. Mais ça a fait beaucoup de problèmes internes lorsqu'il y a eu la cérémonie d'enregistrement du traité au Parlement de Paris. Le chancelier, qui était le comte de Pontchartrain, était tellement scandalisé qu'il ne s'est pas présenté. Le procureur général d'Argesseau également ne s'est pas présenté, et le premier président du Parlement de Paris a fait une déclaration expliquant à la population que Louis XIV avait dû céder sous la contrainte. Alors, finalement, c'est le dernier cas connu, mais par contre, entre 1713 et 1763, les lois fondamentales du royaume n'avaient pas changé. Donc, on peut dire que les lois ou les principes fondamentaux s'appliquaient en 1763, et Louis XV n'avait aucune compétence légale pour céder ses sujets canadiens et le territoire de la Nouvelle-France sans un consentement. C'est tout à fait intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, là, Denis, sur ces points-là, avant d'arriver à la suite? Non, c'est extrêmement intéressant et c'est important de le savoir. Simplement, je voulais savoir quelle était la validité juridique du principe que l'on entend poser souvent, selon lequel ce qui a pris le relais des lois fondamentales du royaume depuis la Révolution, c'est la jurisprudence du Conseil d'État. Est-ce que par hasard, dans la jurisprudence du Conseil d'État, en remontant au début, à l'époque napoléonienne, est-ce qu'on trouve des éléments intéressants? Je ne sais pas, mais je pose simplement la question. Avez-vous une réponse, maître? Mais non, je ne suis pas au courant de ça, mais de toute façon, il y a un principe en droit qui est la continuité de l'État. Et puis la non-rétroactivité des lois, vous avez tout à fait raison. Alors finalement, si le traité de Paris de 1763 a été conclu illégalement, bien alors à ce moment-là, il n'y a pas de prescription là-dessus. Alors, les Canadiens se sont fait enlever illégalement leur citoyenneté française, et ils sont toujours en droit de la réclamer. Alors, nous avons c'est très intéressant, on peut revenir dessus sur certains de ces aspects proprement juridiques, en tout cas sur les réponses que vous avez pu avoir de la part du gouvernement français, mais avant cela, j'aimerais vous interroger, et d'ailleurs, un de nos auditeurs vient de nous interroger. Vous savez que c'est interactif, alors nous avons le message transmis par le secrétariat. Un auditeur nous dit, mais enfin, quelles sont les raisons de cet engouement de la part des Québécois ou d'autres Canadiens? Alors d'abord, quelles sont les raisons? C'est ça la bonne question. Mais en même temps, est-ce que c'est une chose
qui émane, une revendication, un désir, une poussée qui émane du seul Québec, ou est-ce que cela émane aussi du rock, comme vous l'appelez, c'est-à-dire du rest of Canada, du reste du Canada, donc de l'Acadie, des Acadiens? Est-ce que ça émane aussi des gens du Saskatchewan ou d'Ontario ou de la Manitoba, ou du Manitoba, ou est-ce que c'est purement québécois? Et dans ce cas, encore une fois, mais dans tous les cas, quelles sont les raisons principales? Bon, alors, concernant la participation ou l'intérêt des gens des autres provinces, moi, j'en ai entendu parler un peu. Il y a également aux États-Unis, il y a beaucoup de francophones qui s'intéressent à ce sujet-là. C'est la Nouvelle-Angleterre, oui. Oui, moi j'ai reçu beaucoup de lettres et de courriels là, de gens de la Nouvelle-Angleterre qui s'intéressaient au sujet. Et concernant, la raison pour laquelle, disons, ce projet-là a été mis, en fait, a été développé, c'est que finalement, ça remonte au premier voyage de Général de Gaulle. Oui. 1967. Premier voyage, pardon. Donc en 1960, je crois. Non, excusez, c'est le voyage de 1967. Ah bon, c'est le grand voyage, parce qu'il en avait fait un premier avant, effectivement. Hein. C'est ça. Et à ce moment-là, le général de Gaulle avait parlé de créer une nouvelle solidarité de la communauté française de chaque côté de l'Atlantique. Et également, il en avait parlé par la suite également en 1968. Oui. Et cette idée-là, finalement, est toujours restée dans l'air. Et moi, étant donné que je fais beaucoup de recherches juridiques, j'avais trouvé des arguments qui pouvaient servir finalement à mousser un peu cette idée-là de créer une nouvelle solidarité de la communauté française des deux côtés de l'Atlantique. Vous écoutez Radio Courtoisie. Bien. Et alors, mais ça c'est votre raison à vous, mais dans l'ensemble, les gens qui se groupent autour de vous, là, le collectif, ils n'ont pas eu cette idée peut-être de la même façon que vous, ou en tout cas s'ils ont été convaincus par d'autres, ou s'ils n'ont pas eu l'idée eux-mêmes et s'ils ont été convaincus donc par d'autres, quelles sont les raisons qui sont invoquées? C'est madame, en fait, moi, c'est madame Vallée qui m'avait contacté. Oui, c'est madame Marie-Mance. Nous la saluons, si elle écoute sur l'internet, nous la saluons. Alors, elle peut pas répondre, mais enfin, j'insiste. Alors, madame Vallée, elle, ce qui l'intéressait, c'était l'aspect symbolique de cette démarche-là. Et était également inspiré par l'idée d'un sentiment d'appartenance à une langue, appartenance à une culture, à une tradition, un héritage, une civilisation. Alors, moi, j'avais fait la recherche sur ce sujet-là. Donc, j'ai préparé un mémoire pour elle et finalement, elle a fait sa demande auprès du ministère de la Justice là, pour obtenir sa citoyenneté française. Alors, ça a été refusé. Et également, après ça, elle a fait un appel administratif auprès du garde des Sceaux, qu'on appelle. Là. Oui. Et ça a été refusé également. Alors là, la seule possibilité qui lui reste, c'est de faire un appel au tribunal de grande instance. Au tribunal de grande instance ou au tribunal administratif? Non, au tribunal de grande instance. Alors, expliquez-nous pourquoi, c'est intéressant, oui. Mais par contre, c'est des procédures assez coûteuses. Et Mme Vallée n'a pas l'argent pour faire cette démarche-là. Mais en tout cas, le projet est quand même toujours moussé par Mme Vallée et peut-être qu'à un moment donné, elle trouvera l'argent ou quelqu'un viendra puis prendra la relève du projet. Et alors vous faites tout un collectif, là, d'après ce que j'ai compris, dont Monsieur Gilles Réaume, là, que nous aurions pu avoir au téléphone si la technique avait bien marché en la matière. Eh bien, c'est beaucoup de gens peut-être qui sont dans ce collectif, ils ne peuvent pas s'arranger pour non. Moi, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus parce que, dans le fond, j'ai pas les détails exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du collectif, là. Moi, on me consulte surtout pour les questions juridiques, mais pas pour les... Je comprends, d'accord, je comprends bien. Mais alors, donc, le gouvernement français a répondu, le gouvernement des Français ont répondu, oui. Le ministère de la Justice, et puis il y a eu refus fondé comment?
En fait, le refus, il est pas fondé parce que dans le fond, ils n'ont pas donné les motifs de leur refus. Ils n'ont pas donné de motifs. Non, ils n'ont pas donné de motifs. Ils ont dit, la première fois, ils ont dit que, madame, en vertu de l'article 30-3, qu'elle n'avait plus la possession d'État de française et c'était pas plus que ça. Et finalement, elle a fait appel administratif au garde des Sceaux et on lui a répondu la même chose. Mais on a cité uniquement l'article 30-3 du Code civil français. Qui dit quoi, encore une fois, pour nos auditeurs? Cet article-là lui dit que ceux qui ont quitté la France depuis plus de 50 ans et qui ne possèdent pas la possession d'État de français ne peuvent revendiquer leur citoyenneté française. Et par contre, lorsque le code civil a été changé en 1994, on a adopté l'article 21-14 qui permet à ceux qui n'ont plus la possession d'État de français de pouvoir faire une demande spéciale auprès du consul ou auprès du ministère de la Justice français. Alors, il y a une possibilité à ce niveau-là, mais par contre, le consulat français à Québec dit oui, ça s'applique à ceux qui ont quitté la France individuellement, mais ça ne s'applique pas à ceux qui ont été cédés par traité. Voilà ce que répond le consulat. Denis Griesmar a quelque chose à nous dire là. Oui, il s'agit manifestement d'une absence de volonté politique. Oui, ça c'est vrai. C'est clair, et d'autant que le ministère de la Justice, bien entendu, dépend de l'exécutif, de même que les tribunaux administratifs. Cette volonté politique a existé dans un autre cas que nous n'avons pas mentionné, qui est celui des gens qui ont été naturalisés français à la suite des capitulations passées entre François Ier et l'Empire ottoman. Et il y a eu les barattaires francs et les Français, dont la famille d'Édouard Balladur d'ailleurs, qui est devenue française très récemment finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que en droit français, vous avez, au terme même de Montesquieu, une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et que le pouvoir judiciaire, lui, ne dépend pas de l'exécutif. D'où l'intérêt, effectivement, de ce dont vous nous parliez, c'est-à-dire de faire appel aux tribunaux de grande instance et finalement en remontant peut-être jusqu'à la Cour de cassation. Alors, sur quoi vous fondez-vous pour dire que c'est devant les tribunaux civils et non pas devant les tribunaux administratifs que cette affaire peut se régler? Moi, j'ai consulté un petit peu, j'ai fait des recherches sur le droit constitutionnel français, et d'après ce qui m'est apparu, c'était le tribunal de grande instance qui avait compétence et non pas le tribunal, je pense que vous appelez constitutionnel. Administratif. Ok, d'accord. Parce qu'en droit français, vous avez deux ordres de juridiction. Voilà, deux ordres de juridiction. Les juridictions qui impliquent des privés entre eux, d'une part, et d'autre part, ou alors les pouvoirs publics, citoyens et le pouvoir public, soit locaux comme des communes, soit l'État, les pouvoirs publics au niveau national. Et dans ce dernier cas, ça relève des tribunaux administratifs. Mais effectivement, si on considère que la privation de nationalité française est un préjudice causé à un citoyen en tant que tel, ça ne met en jeu que son statut personnel et peut-être effectivement, dans ce cas-là, on peut aller devant le tribunal de grande instance, ce qui est très intéressant. Alors, il faudrait un petit peu avoir une idée des coûts que ça représente et savoir si un nombre suffisant de personnes pourrait se cotiser pour que Madame Vallée puisse, si elle le désire, faire respecter son droit à la nationalité française. Oui, mais moi je considère que c'est également une question politique et éventuellement ça devrait être discuté sur le plan politique.
Oui, bien sûr, mais enfin, nous n'avons pas malheureusement à l'heure actuelle un gouvernement français capable de prendre des décisions de ce genre. Oui, ça c'est sûr. Il faut cependant, évidemment, ne pas renoncer, parce que comme vous le dites, il n'y a pas de prescription, et c'est un droit absolument inaliénable. Oui, de toute façon, écoutez, nous, ça fait quand même longtemps là, que le traité de Paris a été signé. Alors, on a survécu malgré ça et on va survivre même si ça ne se fait pas. Mais c'est quand même un projet important. Oui, c'est un projet important. Nous serions prêts, nous, ici, enfin, s'il y avait vraiment un problème. Il faudrait bien éclaircir ce point de compétence, en tout cas. Hein. La compétence des juridictions privées, si vous voulez, donc un tribunal de grande instance, ou la compétence administrative. Évidemment, on peut peut-être nous dire que, comme la compétence administrative s'applique à des citoyens français, donc, face à l'État et aux collectivités publiques, s'il n'y a pas de citoyen français, enfin si Madame Vallée ou n'importe quel citoyen québécois n'est pas citoyen français, il ne peut pas relever de la juridiction administrative. Ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller devant le tribunal administratif. C'était pour ça. Bon, mais alors, il faut quand même éclaircir ça, je crois. Mais nous, de notre côté, nous allons aussi poser la question à les juristes sur maintenant que nous sommes un peu plus éclairés sur ce point particulier. Faites-le aussi, si vous le voulez bien, mettre de votre côté. Et puis, s'il y avait effectivement compétence privée en la matière donc de la juridiction judiciaire, eh bien, c'est-à-dire le tribunal de grande instance que vous citiez, eh bien, à ce moment-là, il pourrait y avoir un mouvement et au Québec, et ailleurs au Canada, et en France, pour aider, parce que ça serait un cas exemplaire, un cas de figure. Bon, alors, au fond, ce serait à la collectivité de poser le problème collectivement par une collecte d'argent collective pour résoudre un cas qui n'est pas seulement individuel. Oui, absolument, oui. Alors, nous serions prêts de notre côté en France à essayer de lancer une petite souscription de ce genre, hein, parce que c'est un problème important. C'est un problème important et qui peut se poser ailleurs, et dans d'autres circonstances. Il y a aussi, il y a pas seulement la question d'argent, il y a la question d'intérêt des Français également, et l'intérêt peut-être aussi des juristes français. Alors, si des juristes français pouvaient s'impliquer là-dedans, puis eux-mêmes regarder la question. C'est justement un moyen concret de soulever l'intérêt et de mettre en relief, à contrario, le désintérêt des gouvernements actuels, malheureusement, de la France. Oui. De toute façon, l'ancien président Sarkozy avait aucun intérêt pour la question du Québec. Non, on l'a bien vu lors du sommet de Québec, on l'a bien vu dans d'autres circonstances. Bon, n'en rajoutons pas, si vous voulez, mais on le sait très bien qu'il était pro-fédéral, il était pour ne plus s'occuper vraiment du Québec, ça c'est clair. Bon, mais son successeur, malheureusement, n'a pas des dispositions meilleures. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Cette classe politique française, que ce soit l'UMP ou le PS, comme on le dit, eh bien, n'est pas du tout, comment dirais-je, obnubilée par les intérêts fondamentaux de la France, ni a fortiori par les lois fondamentales du Royaume. Bon. En tout cas, pour nous, l'idée, c'est de rebrancher le lien juridique. Oui. Donc, le fil juridique, même si c'est pas un gros fil, mais en tout cas, l'aspect symbolique est extrêmement important. Oui. Oui, maître. Bon, d'autre part, pendant que nous vous avons au téléphone, vous souhaitiez vous-même soulever une autre question. Oui, maître Christian Néron, je vais rappeler à nos auditeurs de Radio Courtoisie que nous avons le plaisir de vous avoir à l'antenne depuis le Québec, que vous êtes avocat promoteur de la reconnaissance de la nationalité française. Le thème de l'émission, c'est les Québécois et Canadiens et la nationalité française. Et dans le studio, également Denis Griesmar, traducteur, membre de l'Avenir de la langue française. Dans ce studio de Radio Courtoisie. De Radio Courtoisie, bien sûr. Et alors, nous reprenons donc, il faut toujours une identification, vous le savez. Alors voilà, une identification encore faite peu de temps avant la fin de l'émission d'ailleurs. Alors, vous vouliez parler aussi du 350e anniversaire de la langue française au Canada. Oui. C'était le Canada à l'époque.
et du texte de base, ainsi que du contexte politique nouveau qui a été créé au Québec. Enfin, on peut quand même aborder ça aussi rapidement, bien que nous ayons déjà parlé à l'antenne avec vos compatriotes, des élections du 4 septembre dernier qui ont amené Pauline Marois et le PQ, avec une faible marge bien sûr, au pouvoir. Alors d'abord, ce 350e anniversaire de la langue française au Canada. Qu'est-ce, maître? Bon, alors, moi j'ai écrit quelques articles dernièrement sur ce sujet-là. C'est que en 1663, lorsque Louis XIV a repris possession de la direction de la Nouvelle-France, il a décidé d'uniformiser le droit. Et alors, il a fait adopter l'édit de création. Et l'édit de création avait pour effet de mettre en vigueur au Canada l'ensemble des lois et coutumes qui avaient cours dans le ressort du Parlement de Paris. Donc, pour nous, c'est un événement fondateur, puisque nous avons, à ce moment-là, été constitués à titre de société civile et organisée avec un système de droit complet. Alors, donc, l'an prochain, au mois d'avril, ça va faire 350 ans que cet édit a été adopté. Et moi, j'ai écrit quelques articles pour essayer d'intéresser les gens pour qu'on puisse célébrer cet événement-là, puisque finalement, c'est un acte fondateur, c'est pratiquement un acte de naissance là, en tant que société civile. Alors, c'est un projet que j'ai lancé le printemps dernier. Écoutez, nous pourrions, il faut rester en contact si vous voulez, à ce sujet-là aussi, comme à d'autres sujets, comme vous le savez, entre le Québec et la France, enfin en tout cas pour nos associations. Et nous pourrions, d'une certaine manière, faire écho aux célébrations que vous organiseriez là-bas. Oui. Très bien. Bon, ben ça, restons donc en contact là-dessus. Nous le verrons, c'est au 2013. Ça sera d'ailleurs aussi le 300e anniversaire du fameux traité d'Utrecht. D'Utrecht, comme on dit. Ah oui, oui, oui. Bien. Mais c'est pas une célébration véritablement. Non. C'est un rappel. Malheureusement, la malheureuse fin de la guerre de succession d'Espagne. Bon. Après une victoire à l'arraché en 1712 par Villars. Maréchal de Villars. Bon, très bien. Oui, à Denain, c'est ça. Oui, mais vous connaissez fort bien notre histoire, c'est la vôtre aussi, il faut dire, hein. C'est la vôtre. Voilà. Bien, maintenant, le contexte nouveau créé en quelques minutes, nous n'avons plus que 4 minutes, dont 2 pour la conclusion, ou pour la conclusion, maître, l'élection du 4 septembre. Oui. Alors, écoutez, nous, en fait... Est-ce qu'on peut s'attendre à une restauration et un renforcement de la loi 101, et peut-être, mais j'imagine que la réponse est très négative, à un nouveau référendum? Non, il n'y aura pas de référendum avec ce gouvernement-là. Nous sommes d'accord. Mais, en fait, ce qui a été marquant, c'est finalement les thèmes qui ont été abordés durant cette campagne électorale-là. Donc, on était supposé de parler uniquement d'argent, et finalement, on a parlé de laïcité, on a parlé d'égalité entre les hommes et les femmes, et on a parlé du comportement des fonctionnaires de la fonction publique, là. Alors, on leur demandait tout simplement finalement de ne pas porter de signes ostentatoires. Et finalement, ça a soulevé un tollé épouvantable dans la presse anglophone. Voyons. Il y a eu des réactions absolument étonnantes, là, et surprenantes absolument. Alors, on parlait juste uniquement d'adopter le principe de l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes, et ça a choqué les anglophones, et ça a choqué les minorités religieuses de manière étonnante. Et moi, j'ai fait le relevé des superlatifs ou des qualificatifs ou des gros mots dans la presse, et on revoit on a vu des mots comme xénophobe, intolérant, fanatique, terrible, disgracieux, insultant, extrémiste, en tout cas. Ça ne nous étonne pas. Ça arrêtait plus. Oui, notre classe dirigeante est un peu comme ça aussi. Comme on dit, dans les
les cours de récréation, c'est celui qui le dit qui y est. Bien, bon, nous sommes obligés maintenant de conclure, mais il faudrait des heures pour parler de tout ça, et c'est un plaisir d'avoir parlé avec vous sur ces sujets-là, avec un homme, un avocat aussi compétent que vous l'êtes sur ce sujet au moins, j'imagine aussi sur beaucoup d'autres, et nous vous en remercions. Remercier aussi de notre part Gilles Réaume qui aurait pu participer à l'émission. Saluons encore ensemble Marie-Mance Vallée, parce que c'est elle qui nous a soulevé ce problème-là, et elle a beaucoup de mérite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes prêts à voir comment l'aider aussi de notre côté, hein, dans la mesure où au Québec d'abord, on l'aide et on l'aide bien. Bon, donc, pour conclure plus généralement, je remercie naturellement aussi Denis Griesmar, je remercie Lydie d'avoir été là, je remercie Arnaud à la technique de nous avoir permis la réalisation de cette émission. Bon, et la conclusion plus générale, Louis Aymon dans Maria Chapdelaine et Félix-Antoine Savard dans Menot Maître Draveur. Draveur, ça vient de drive, c'est le flottage du bois sur les rivières et le Saint-Laurent, au temps où on flottait le bois. Eh bien, tous les deux ont, le second citant le premier, écrit la phrase « Nous sommes d'une race qui ne veut pas mourir ». C'est un peu ça qui s'exprime à travers le problème d'aujourd'hui, après toutes les vicissitudes connues naturellement avec le traité de Paris et depuis le traité de Paris dans les relations entre nos rameaux d'un même tronc. Je crois que ces descendants des anciens Canadiens, roman célèbre là aussi est cité, hein, les anciens Canadiens, se raccrochent à la nationalité, à l'ethno-histoire de la France. Pour certains, nous ne pouvons qu'y être sensibles, et c'est là que je dis, vous Québécois, eh bien continuez à résister chez vous, nous Français résistons chez nous, parce qu'encore une fois, c'est le même problème. Il s'agit aussi de notre propre survie. Il y va de notre survie et pas il en va. Ou alors, il en va de la survie comme au Québec. Il en va de notre survie comme il en va au Québec. Comme il va au Québec. Nous sommes à la fin de cette émission, messieurs. Nous vous remercions. Et notre prochaine émission aura lieu le 5 novembre. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Maître Néron.